Bonjour à tous. Eh bien, déjà, on espère que vous allez tous bien et que le confinement se passe bien de votre côté. Bon courage à tous parce que c'est bientôt la fin, donc ça devrait aller mieux dans les jours et semaines à venir. Donc, je suis Christopher Grémaud, je suis en charge de développer l'activité protection et gouvernance des données chez Monaco Digital. Euh, et je suis accompagné de Diane aujourd'hui, qui est notre interlocutrice chez Varonis. Diane, est-ce que tu veux dire un ou deux mots sur Varonis? Euh, je pense que tu as préparé une présentation sur Varonis. Varonis vous accompagne sur la gouvernance des données et dans la sécurité de vos données. Et donc, Monaco Digital est partenaire Varonis depuis plusieurs années maintenant. Christopher a su développer une expertise sur nos solutions et pourra vous accompagner de A à Z sur des projets Varonis et on va justement parler maintenant de la gouvernance des données et comme Varonis est une solution qui est centrée vraiment sur les données, ça va vous permettre de les sécuriser au maximum et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va commencer. Effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter cette solution autour de plusieurs problématiques, notamment la gouvernance des données, la sécurité et aussi la conformité. Alors, au niveau de l'agenda, on va d'abord introduire ce que c'est que le contexte de la donnée et de la sécurité. Ensuite, on vous présentera la solution Varonis et comment elle peut répondre à ces différents défis. Diane, ensuite, vous parlera dans le contexte actuel de comment la solution Varonis peut vous aider la sécurité des environnements de télétravail, et notamment avec Office 325 et Teams, parce que beaucoup d'entre vous l'utilisent actuellement. Nous vous présenterons la solution Varonis au travers d'une démo pour vous montrer les fonctionnalités majeures de la solution et comment elles peuvent vous apporter une sécurité au sein de votre système d'information. Et enfin, on terminera par l'accompagnement que nous, on propose chez Monaco Digital Avant-Garde. Donc, tout d'abord, une présentation de Monaco Digital Avant-Garde pour ceux qui ne nous connaissent pas. Monaco Digital Avant-Garde, c'est une entreprise de services numériques, connue à Monaco sous le nom Monaco Digital et connue en France sous le nom Avant-Garde. Pour information, le nom Monaco Digital nous permet de renforcer notre position de leader au sein de la principauté et sur les métiers du numérique. Notre concept, c'est de mettre à la disposition des entreprises publiques et privées de Monaco un bouquet complet d'expertise informatique et en local, puis d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique et digitale. Donc, ce catalogue grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de la principauté. Et aujourd'hui, notre objectif est de profiter de notre dynamique et de notre savoir-faire afin de développer notre activité en France, notamment en région PACA et en région parisienne. Donc, voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Donc, Monaco Digital Avant-Garde, aujourd'hui, c'est environ 200 personnes, un chiffre d'affaires qui avoisine les 30 millions d'euros l'année dernière. 4 sites géographiques stratégiques, donc le siège à Monaco, Sophia Antipolis, Aix-Marseille et Paris, et plus de 850 clients. Donc, comme indiqué, en France, nous sommes connus sous le nom Avant-Garde. Donc, nous pouvons vous accompagner sur tout le secteur, bien entendu, PACA, avec une équipe dédiée sur Aix-Marseille, et aussi à Paris. Nous rencontrons une forte croissance depuis 3 ans, c'est pourquoi nous avons poussé, nous sommes réorganisés en interne, notamment en créant des centres de services par domaine de compétences. Aujourd'hui, notre entité est composée de plusieurs centres de services, infrastructure et réseau, conseil et transition digitale, cybersécurité, développement d'applications et infogérance. Notre centre de services conseil et transformation digitale accompagne les clients dans la gestion de leurs projets métiers et techniques, dans la stratégie relative à leur transformation numérique
puis dans l'organisation des services informatiques. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs certifications et labels qualité, notamment en management et en gouvernance. Nous sommes certifiés Project Management Body of Knowledge, par exemple, et ITIL. Notre cellule de cybersécurité est certifiée CISSP, certifiée Ethical Hacker, et aussi ISO 27001. À noter que nous sommes le premier intégrateur à être certifié PASI en principauté. Donc le PASI, c'est les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Et cette certification nous permet de réaliser des audits de sécurité, et notamment des prestations qualifiées conformes au référentiel du coup PASI, sous l'autorité de l'ANSSI et de la MSN à Monaco, donc qui est l'équivalent de l'ANSSI, Agence monégasque de sécurité numérique. Et enfin, le campus, qui est notre laboratoire d'apprentissage, et nous en sommes très fiers, et dans lequel les entreprises peuvent étendre leurs compétences, et notamment sur les nouvelles formes de travail et d'apprentissage collaboratif, ainsi que les soft skills. Alors, introduction à la gouvernance. Donc, au niveau du contexte des données, hein, l'importance des données a pris de l'ampleur dans tous les aspects de nos vies numériques. La volumétrie des données explose. Le besoin de solutions et services capables de garantir leur disponibilité, puis de les hygiéniser, hein, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la gouvernance, a également augmenté. Dans cette nouvelle réalité où les données sont dispersées, garantir leur disponibilité, intégrité et sécurité devient à la fois beaucoup plus critique et surtout difficile. Les responsables informatiques rencontrent des difficultés, notamment pour localiser et gouverner l'ensemble de leurs données, structurées et non structurées. Sur un plan de gouvernance des données solides, il est complexe d'être proactif en cas d'attaque, de perte ou de vol de données. On parle de fuite de la donnée. Aujourd'hui, il est primordial que ces données soient sécurisées et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les services et pour les utilisateurs. Il faut garder à l'esprit que la protection des données est essentielle pour garantir la sécurité de vos données. Alors pourquoi une gouvernance des données? Aujourd'hui, le point de l'information est très important et les entreprises souhaitent exploiter leurs données. Donc l'intérêt de la gouvernance, c'est de mieux les structurer. 3 facteurs apparaissent, donc la complexité des données, bien sûr, la qualité des données, c'est-à-dire le rafraîchissement de la donnée, sa disponibilité, sa sécurité, etc. Et les risques, donc les réglementations, les obligations, notamment en cas de perte ou de vol de données. Concernant la sécurité, les menaces évoluent et pèsent lourdement sur les entreprises, notamment à cause des menaces internes, mais surtout des menaces externes, et notamment des attaques ransomware dont on entend parler depuis quelques temps maintenant. Ensuite, la réglementation est un enjeu transverse qui impacte fortement la DSI, telles que les conformités RGPD, PCI, loi de programmation militaire, etc. Le but est de répondre à ces exigences et en étant agile et d'apporter les garanties nécessaires en termes de compliance et de sécurité. Donc, les entreprises se transforment, hein, comme vous le savez. Nous constatons de nouveaux usages. Les métiers sont de plus en plus impliqués, exploitent et souhaitent en tout cas exploiter leurs données. Et l'IT est par conséquent très impacté et fait partie de ce cycle de vie. Les questions qui se posent alors, quelles sont mes données stratégiques, hein, autrement appelées Golden Data, hein, les données sensibles, les données stratégiques. Dans le terme de la gouvernance, on appelle ça des Golden Data. Et comment je les gère? L'objectif est donc de mettre en œuvre une gouvernance des données. Pour ce faire, nous partons de cas d'usage, métiers, et des besoins des différents métiers liés aux activités. Alors, on ne peut plus faire sans les données, hein, elles sont partout, infrastructures traditionnelles, cloud privé, cloud public. La gouvernance des données, elle doit ainsi répondre aux exigences de localisation des données. Une meilleure compréhension du monde est possible grâce aux data.
big data notamment. Et l'exploitation de ces données peut accompagner un progrès scientifique et citoyen, notamment dans ce contexte actuel. Comme vous le savez. Aujourd'hui, on s'intéresse à la relation homme-données. Les grands de l'informatique moderne comme Steve Jobs avaient déjà compris la capacité des ordinateurs à nous aider à résoudre des problèmes et même à comprendre plusieurs choses. Eh bien, les données sont liées à tous ces sujets d'actualité, donc IoT, blockchain, big data, analytics, robots, drones, etc. Nous ramassons une quantité de données phénoménale et croissante, et ces données doivent être structurées et sécurisées. C'est pourquoi nous avons établi une réflexion qui repose sur 4 points afin d'accompagner nos clients, donc sécurité, data, conformité et cloud, parce qu'on n'échappe pas aujourd'hui au cloud. Le but est de garantir la protection des données, s'assurer qu'elles vont circuler vers les bonnes personnes. Il faut les documenter et faire en sorte qu'elles soient utilisées le plus largement possible et en contexte. Et la sécurité des données est indispensable pour obtenir la confiance des utilisateurs afin qu'ils adhèrent aux outils, parce que c'est l'objectif. Aujourd'hui, on parle de gouvernance by design. Et les questions qui se posent, quels sont les risques identifiés? Les données sont-elles surexposées et tracées? Comment réduire la surface d'attaque? Où sont localisées mes golden data? Est-ce qu'il y a aussi des notions de conformité, notamment du privacy by design, et ainsi que du cloud qui vient interagir dans cet écosystème? Les données sont importantes pour notre métier. Ce que nous cherchons à protéger, c'est le patrimoine informationnel de l'entreprise, c'est-à-dire les données structurées et les données non structurées. Alors, de quoi on parle? Les données structurées peuvent être stockées dans des champs de base de données, par exemple, et donc entrer dans un modèle de données clairement défini. Par exemple, il pourrait s'agir d'applications ERP, CRM, etc. Les données structurées constituent environ 20% du total des données. Les données non structurées, c'est le reste des données, tout document, fichier, image, rapport, formulaire, etc. Elles sont stockées sur des serveurs de fichiers, souvent, support de stockage type NAS, etc. Et accessibles depuis des partages, souvent via des lecteurs réseau. Donc, vous avez sûrement l'habitude d'utiliser. Et certaines des informations les plus précieuses de l'entreprise résident dans ces données non structurées. La traçabilité est gérée directement par les éditeurs pour les données structurées, mais quid des données non structurées qui sont beaucoup plus complexes à gouverner? Et sur lesquelles, souvent, vous n'avez pas de visibilité, où la visibilité est plus dure à avoir. Donc, la défense en IT utilise la même stratégie que la défense militaire. Donc, je remercie Anas qui doit être présent avec nous, qui est de notre cellule cyber et qui m'a partagé ce slide qui est très intéressant. Donc, c'est vrai qu'en défense, on va utiliser la même stratégie que la défense militaire. Plusieurs couches de sécurité sont dressées entre l'attaquant et la position à défendre, et donc le patrimoine informationnel, comme représenté sur la photo du château avec la colline, le mur externe, les douves, le mur interne, etc. L'objectif, c'est d'additionner les couches de sécurité. Donc, ça part par plusieurs, comme vous le savez, plusieurs moyens, méthodes, donc la sensibilisation, social engineering, sécurité des accès physiques, mise en place de firewall, et télémétrie, etc. Étanchéité réseau, on parle aujourd'hui de micro-segmentation, durcissement des serveurs et des applications, donc on parle de hardening, afin de protéger quoi? Eh bien le bien essentiel, à savoir les données. Il y a plusieurs profils d'attaquants, comme vous le savez, et chacun ayant des objectifs qui sont bien différents. Mais moi, l'objectif ici, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a deux types d'attaques, les attaques opportunistes et les attaques ciblées. Donc les attaques opportunistes, heureusement, c'est la plupart des attaques. Là, c'est environ 90% des attaques, c'est des attaques opportunistes. C'est-à-dire que l'attaquant ou le groupe d'attaquants
vont avoir une action néfaste envers une entreprise, mais sans la connaître. Voilà, ils vont essayer d'exécuter des scripts, des choses comme ça, sans avoir plus d'infos sur l'entreprise. Si l'attaque passe, tant mieux, sinon tant pis, il passe à la suivante. Donc c'est souvent des attaques automatisées. Alors que les attaques ciblées sont beaucoup plus complexes, et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Les attaques ciblées, ça représente 5 à 10% des attaques, et heureusement, parce que là, en général, ce n'est pas l'affaire d'un attaquant, mais d'un groupe d'attaquants. Donc, on parle aussi d'organismes. Et quand ils prennent en cible une entreprise, eh bien, ils vont rentrer en phase d'apprentissage sur l'entreprise ciblée pendant plusieurs semaines. Donc, cette phase d'apprentissage, ça veut dire qu'ils vont apprendre, ils vont essayer de rentrer par plusieurs moyens, comme on l'a vu sur le slide d'avant. Ensuite, ils vont développer les outils, les scripts, en fonction de ce qu'ils auront découvert, en fonction de la surface d'attaque. Donc, l'objectif, il est vraiment là aussi, c'est d'identifier, de localiser et de se protéger de ces attaques ciblées qui sont différentes les unes des autres. Ce qui est ciblé par les attaquants, c'est vraiment la donnée. La donnée, c'est c'est le nouvel or noir, hein, pour les entreprises. C'est ce qui va leur permettre de monnayer cette donnée pour gagner de l'argent. Donc, ce qui est vraiment visé, c'est pour ça qu'il va falloir savoir où se trouvent vos données pour pouvoir les protéger au mieux, réduire cette surface d'attaque. Exactement. En fait, le comportement cible d'une attaque ciblée les plus pointus, c'est intrusion dans le système, escalade de privilèges. Hein, on va s'octroyer des droits supplémentaires. Ensuite, une fois qu'on a ces privilèges, on efface nos traces. Quand je dis on, hein, c'est les attaquants. Une fois qu'on est dans cette phase-là, on va rentrer en phase d'apprentissage. Ça veut dire qu'on va être le plus discret possible. On va apprendre du système d'information, des failles, et développer les scripts en parallèle. Et lorsqu'on a développé ces scripts, qu'on est prêt à attaquer, comportement, donc ça c'est une action supplémentaire qu'on peut voir nous chez les clients, c'est qu'on se connecte sur les solutions de sauvegarde et les attaquants baissent les points de rétention au minimum afin que le logiciel de sauvegarde purge les données sauvegardées. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans les attaques les plus pointues. Donc le panorama des menaces, vous le connaissez, le phishing, hein, et actuellement ce que vous pouvez voir le cas dans le cas du Covid-19, c'est les attaques man in the middle sur Office 365. Donc il y a beaucoup d'attaques en ce moment parce qu'il y a beaucoup de télétravail. Donc voilà, faut faire attention, hein, et communiquer auprès de vos employés sur ces types d'attaques. Ensuite, les logiciels malveillants, les attaques des ennemis de service, violation d'accès, qu'ils soient physiques ou logiques, etc., etc. Donc, ça, c'est pour compléter ce que disait tout à l'heure Diane. Effectivement, ce que les attaquants souhaitent récupérer, c'est l'or noir, c'est-à-dire vos données. Bien sûr, avant d'attaquer, dans les attaques ciblées, ce que font les attaquants, c'est récupérer les données. Enfin, c'est en fait une sorte de monnaie d'échange. Bien sûr, il y a plusieurs on va dire, scénarios possibles derrière, mais ils vont récupérer vos données avant de lancer leur CryptoLocker. Et derrière, ils vont demander au client une rançon. Il y a plusieurs solutions. Soit le Curry Pay et donc l'attaquant communique la clé de déchiffrement et puis c'est terminé. Mais bon, on n'est jamais. Ce qui est souvent rare. Hein, c'est souvent rare, on n'est jamais dans ce cas-là, puisque s'ils ont récupéré vos données. Souvent, ils ne communiquent pas la clé. Donc, il ne faut pas payer. Hein. Exactement. Et
Donc derrière, après, soit ou alors ils vous la communiquent parce qu'on l'a déjà vu, mais derrière, ils vont vendre vos données, mettre ces données sur le dark web à disposition. Il faut savoir que les données, ces données personnelles, hein, ces données à caractère personnel, ça vaut très cher. Donc vous avez quelques chiffres sur le slide, mais par exemple, un numéro de sécurité sociale, notamment le numéro de sécurité sociale français, vaut très cher sur le dark web, parce qu'effectivement, il est très recherché et il vaut plus cher que nos amis, que nos voisins européens. Donc, toutes ces données ont un prix, hein, sur le dark web. Il y a un vrai business, un vrai trafic, sur les cartes bancaires également. Vous pouvez récupérer ces numéros de carte sur le dark web. Et en plus, il y a même des services après-vente. C'est-à-dire que si vous achetez un numéro de carte et que vous ne pouvez rien en faire, vous pouvez faire une réclamation et le changer. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est vraiment des vraies entreprises. La cible des attaquants, alors, ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est qu'avant, les attaquants, hein, ce qu'ils ciblaient, c'était surtout les grosses entreprises, parce qu'effectivement, il y avait plus de matière à récupérer, c'est plus intéressant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de taille. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer les grosses entreprises comme les petites. Et ils vont s'adapter en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les rançons. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que personne n'est à l'abri. Ouais, tout le monde est visé, du public, du privé, des mairies, même des petites mairies. Donc vraiment, souvent on a des clients qui disent ben non, moi je me sens pas forcément concerné parce qu'ils visent les gros. C'est plus vrai. L'attaquant qu'on imagine avec sa capuche, tout seul, c'est plus le cas, hein. Ils sont vraiment organisés et c'est un vrai business derrière. C'est exactement ça, et on voit qu'il n'y a pas de sentiment, hein. Dans le cas du Covid-19, par exemple, vous avez pu voir les hôpitaux de Paris. Voilà, il n'y a Des pas attaques à la vraiment... PHP, ça ne les a pas empêchés effectivement de faire des dénis de service, notamment en PHP au début de la crise, qui n'a pas d'éthique. Donc, suite à tout ce contexte qui est un peu effectivement obscur, mais il y a des solutions aujourd'hui qui permettent des solutions notamment de sécurité, hein. Moi, aujourd'hui, à Varonis, je parle plus d'une solution de sécurité qu'une solution de gouvernance comme ça l'était avant. Aujourd'hui, c'est vraiment une solution de sécurité qui vient se positionner au cœur du système d'information, et c'est ce qu'on va vous présenter. Donc, concernant notre catalogue, nous chez Monaco Digital, eh bien, nous proposons la solution Varonis. C'est une solution de sécurité et de traçabilité pour les données stockées dans votre système d'information. Donc, la plateforme, elle permet de cartographier les permissions, d'identifier les données sensibles, d'automatiser l'identification des administrateurs, par exemple, de détecter les comportements anormaux, d'auditer les serveurs de fichiers. Et la solution intègre une base de connaissances des comportements anormaux et permet d'identifier les données surexposées et à risque. Une fois qu'on a cartographié le système d'information, Varonis permet de faire de la prévention, incluant le verrouillage des données sensibles et mortes, de gérer des permissions et des accès, de réparer les problèmes sur l'AD et les serveurs de fichiers, de supprimer les groupes globaux, d'identifier des propriétaires des données hors IT, de purger les accès non nécessaires et de faire de la revue d'habilitation par les propriétaires de données. Donc, pour résumer, avec Varonis, vous allez être en capacité de détecter, de prévenir, de pérenniser les données de production stockées sur votre système d'information. Et de vous donner surtout cette vue, cette visibilité, afin de vous donner des priorités sur la remédiation, puisque si vous savez où se trouvent vos données critiques, vos données sensibles, qui peuvent être des données différentes en fonction de votre secteur d'activité, ça va vous permettre justement de vous donner des priorités et de réduire
les failles de sécurité éventuelles que vous avez sur votre AD ou sur les accès, les permissions à ces données. Donc, pour ce faire, Varonis se concentre sur les données non structurées du patrimoine informationnel, à savoir les systèmes de fichiers Windows et Linux, les données SharePoint Exchange, les NAS, donc SMB et NFS, par exemple NetApp, et surtout les identités Active Directory, parce que c'est le centre névralgique du système d'information aujourd'hui, c'est sur quoi les attaquants vont essayer de se positionner, de s'introduire en premier. Donc avec Varonis, vous allez notamment pouvoir savoir où se trouve l'information, qui la contrôle, faire de la traçabilité et de la compréhension des usages. Par exemple, savez-vous qui a modifié tel dossier, qui a rajouté tel objet dans ce répertoire, faire de la capacité d'analyse des données, pourquoi cet utilisateur copie ces données en fin de mois, pourquoi a-t-il cherché ces données il y a 2 ans, des choses comme ça. Cartographier et localiser vos données réglementées, type RGPD, parce qu'on en parle beaucoup, mais pas que. Faire de la rémédiation sans impact, donc plan d'action pour corriger les problèmes, etc. Et faire de la génération des alertes en temps réel et de l'analyse comportementale. Par exemple, détecter les fuites de données, détecter une activité de crypto-locage, donc de ransomware sur le serveur de fichiers. Donc, Varonis est fortement intégré, comme on l'a dit, avec l'Active Directory, qui est le centre névralgique du système d'information. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec les attaquants qui vont d'abord s'octroyer les droits, faire une escalade de privilèges, monter leurs privilèges, désactiver des comptes Active Directory, effacer leurs traces. Donc, par exemple, ils peuvent nettoyer les event viewers, donc les logs, tous ces types de comportements sur l'Active Directory. Donc, les changements et activités critiques qui sont audités, donc les membres de groupe et montée de privilèges, les politiques de mot de passe, l'audit des ACL, les accès aux boîtes aux lettres par des non-propriétaires pour la partie Exchange, par exemple, les tentatives d'accès et les changements, les permissions sur les serveurs de fichiers, les changements du contenu et les modifications des permissions pour la partie SharePoint, par exemple, etc., etc. Diane, je ne sais pas si tu voulais compléter cette partie-là. Non, on va aussi, on va aussi surveiller la partie périmétrique, donc tout ce qui est VPN, DNS, proxy, et donc voir ce qui éventuellement pourrait rentrer par ces différents tunnels en termes d'attaquants, en termes de hackers, pour être alerté dès qu'il y a du phishing, par exemple, ou qu'il y a une intrusion. Et puis également, quand si le hacker a réussi à rentrer et à s'octroyer les privilèges et à trouver la clé du sésame et du coup accéder aux données, il va sortir ces données, soit par un proxy, soit par un Dropbox, soit par un tunnel DNS. Et donc, on aura également cette surveillance à la sortie. Donc, juste rapidement pour vous parler de l'approche alignement, Varonis fonctionne avec des modules. La solution de base s'appelle donc Data Advantage, et derrière, en fonction de ce que vous allez vouloir sécuriser, on va venir rajouter des modules. Donc il y a un module qui permet de faire de la classification, c'est-à-dire identifier, cartographier les données sensibles, et notamment les fichiers contenant des données à caractère personnel, par exemple. Donc concrètement, le moteur d'indexation va lire à l'intérieur des fichiers, Word, Excel, PDF, etc., etc., et identifier tout ce qui va être les données qui sont sensibles. Donc, en fait, on a une implémentation de dictionnaire avec des mots, des insultes, des religions, des handicaps. Et on a aussi des expressions régulières qui sont des suites de caractères qui correspondent à un numéro de sécurité sociale, le fameux qui coûte
$60 sur le dark web, un numéro de passeport, carte d'identité, etc. Et on va pouvoir customiser, c'est-à-dire créer vos règles à vous en fonction de votre secteur d'activité. Donc, par exemple, on travaille avec des hôpitaux, on a créé les groupes sanguins parce qu'ils avaient un besoin là-dessus. On travaille avec les surgelés Picard, les données stratégiques fortement à surveiller pour eux, c'est les recettes, les ingrédients. Donc, on va vraiment pouvoir customiser et avec Monaco Digital, vous accompagner sur justement comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qui est une donnée sensible, stratégique pour moi, et donc la sécuriser au mieux. Donc voilà, donc pour synthétiser, résumer, il y a plusieurs modules et en fonction de ce que vous allez avoir à faire, on va venir positionner ces modules, notamment aussi le data alert qui permet de faire de l'alerting en temps réel. Aujourd'hui, ça s'appelle DLS pour Data Alert Suite chez Varonis. Et donc de vous alerter si vous avez un comportement suspicieux, justement par rapport à ces données, soit elles sont touchées alors que d'habitude par un utilisateur, alors que cet utilisateur ne les ouvre, ne les consulte jamais, etc. Enfin, on a plein de modèles, on a 150 modèles de menaces qui sont prêts à l'emploi. Je vais du coup vous parler un petit peu d'Office 365. Aujourd'hui, O365, c'est un outil de collaboration qui est déployé, qui était déjà déployé fortement avant cette crise sanitaire inédite qu'on est tous en train malheureusement de vivre en ce moment, et qui a aussi été déployé rapidement, je pense, dans certaines organisations pour permettre la continuité et la collaboration entre les différents utilisateurs des organisations. Un projet cloud, c'est un vrai challenge pour une organisation parce que vous devez offrir une continuité au niveau de la protection des données et également leur conformité. Office 365, c'est un outil très simple et qui offre un confort d'utilisation simplifié à l'utilisateur, mais qui est complexe à mettre en place au niveau IT et qui représente du coup, un vrai challenge pour vous. Ce que Varonis va apporter par rapport à O365, c'est une solution qui est dédiée à la protection des données by design. Donc, on va... non. on va du coup apporter cette visibilité centrale, globale, complète sur vos données à travers Office 365, et on va répondre aux questions, par exemple, qu'est-ce qui se passe réellement avec mes données que j'ai migrées sous O365, quelles sont les interactions et les applications utilisées par les utilisateurs lorsqu'ils collaborent dans Teams, dans SharePoint ou dans OneDrive, et comment est-ce qu'on va pouvoir vous donner de la visibilité et faire en sorte que vous ne perdiez pas le contrôle sur ces données critiques, stratégiques, qui sont peut-être qu'on bascule dans le cloud pour permettre aux collaborateurs de continuer à travailler. En fait, j'ai plus la main, donc je veux bien que tu passes. Merci. Qu'est-ce qui se passe sous Office 365 ? Donc, en fait, vous avez, et dans Teams particulièrement, donc Teams, ce n'est pas un endroit où on va stocker des données, c'est un client. Par contre, on s'aperçoit que quand on déploie Teams, on va avoir toute une suite d'interactions derrière avec les 4 briques qui composent Office 365. Donc, on va avoir notamment Exchange Online, puisqu'on va pouvoir envoyer un email, par exemple, via un channel Teams. On va avoir également un compte qui se crée dans l'Azure AD, puisque c'est la partie gestion des identités au sein du tenant Office 365. On va également avoir un impact dans OneDrive, puisqu'on va pouvoir chatter, échanger des informations, des données via
OneDrive, et en fait, c'est notre nouveau Home qui est porté dans le cloud. On va également avoir SharePoint Online, qui est c'est la partie structurante de Teams et qui va permettre d'échanger les données par SharePoint et de créer des mini-sites et des liens qu'on va partager avec les différents collaborateurs internes ou externes. Je veux bien que tu passes, Christopher. Voilà, c'est bon. Vous avez ici un dashboard de SharePoint. Donc, on va avoir en fait des indicateurs qui remontent. Donc, par exemple, le nombre de fichiers qui sont partagés publiquement, puisque quand vous créez un site dans Teams, vous allez soit pouvoir le partager avec vos collaborateurs internes, soit inviter des extérieurs, enfin des utilisateurs externes qui ne font pas partie de l'organisation. Et donc, on va également avoir cette visibilité sur les fichiers qui sont partagés avec des utilisateurs externes, entre autres. Donc, on va avoir tout un tas de données qui vont remonter, les données aussi qui sont utilisées et pas utilisées dans SharePoint. Et vous allez pouvoir justement vérifier ce qui se passe et vérifier que les utilisateurs qui ont accès à ces données ont le droit d'y accéder. Vas-y, je te laisse passer. Donc là, c'est la même chose, c'est un petit résumé. J'ai ma donnée morte. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir de la donnée morte, par exemple, donc qui n'a pas été utilisée depuis 6 mois, 1 an? Ça, c'est vous qui le déterminez en fonction de votre stratégie sur les données. Et de continuer à payer une redevance auprès de Microsoft dessus. Peut-être que parmi cette donnée morte, je vais avoir aussi les données sensibles. Donc, si j'ai de la donnée sensible morte, ça peut être critique si jamais j'ai un attaquant qui arrive à pénétrer dans mon cloud, dans mon outil, dans mon application. Ici, vous avez la visibilité avec l'interface console. Donc, on va vraiment vous donner cette visibilité totale sur ce qui se passe réellement. Dans cet exemple-là, vous avez, donc là, ce que je vous présente, c'est une petite partie d'un webinaire qui est plus détaillé et je vous invite, si vous avez envie de creuser, d'en savoir un petit peu plus, de le regarder. C'est un webinaire que on vous proposera après la présentation. On vous enverra un petit mail et on vous enverra le lien pour vous y inscrire. C'est un webinaire qui a lieu le mardi et le jeudi à 11 h. Donc ici, vous avez par exemple Chris Legal qui a créé un groupe dans Teams. Donc, il a créé un mini-site dans SharePoint Online. Donc, vous avez ici la source qui a été utilisée pour créer ce mini-site. On voit également ici les permissions qu'il a sur ce mini-site, puisque c'est lui, donc le owner, enfin le propriétaire de ce site. Il a créé il a échangé, donc le but, c'est de collaborer quand on fait ça. Donc, il a échangé des informations il a rajouté les différents membres suivants. On va voir ici qu'il y a un impact et une création de compte dans l'Azure AD. On va voir également qu'on a des personnes qui sont membres de mon organisation et des personnes qui sont guests. Parce qu'effectivement, quand vous invitez quelqu'un qui est extérieur à l'organisation, il va y avoir une création de compte Azure AD sous forme de guest. On va également avoir ici un lien, enfin le lien de partage qui est bien indiqué, toujours avec à chaque fois les permissions, et puis la source qui est impactée. Et puis, donc vous allez avoir du coup toute cette visibilité, traçabilité, puisqu'on va également collecter l'activité à chaque étape et sur chaque élément supervisé avec l'historique des actions qu'il peut y avoir sur le groupe. Christopher, si dans cette slide, on va avoir un petit résumé des actions.
côté Varonis. Donc, j'ai par exemple un historique complet des utilisateurs qui ont accédé à mon Teams, donc avec l'ajout de ces membres et l'impact que ça peut avoir sur Azure AD. J'ai Linda qui a modifié le fichier partagé par SharePoint Online. J'ai James qui l'a à nouveau repartagé, donc qui a créé un lien toujours sur SharePoint Online avec ses collaborateurs. Et puis, j'ai également une activité par chat sous OneDrive. Donc, j'ai vraiment cette suite d'activités qui sera retransmise et à laquelle j'aurai accès. On va également avoir, tout à l'heure, Christopher en a parlé rapidement, la partie alerting pour savoir, par exemple, je vais pouvoir recevoir, par exemple, des alertes si j'ai un nombre de fichiers qui contient des infos sensibles qui est partagé à l'extérieur. Également, si j'ai des données sensibles qui sont partagées à tout le monde d'un coup, je ne sais pas, mais des accès inhabituels à un nombre de fichiers inactifs qui contient des informations sensibles. Si j'ai une activité ransomware sur mes fichiers qui sont stockés dans le cloud, par exemple, etc., etc. En conclusion, ce qu'on va faire avec Varonis sur cette partie Office 365, mais qu'on fait aussi on-prem, hein, si vos données sont on-prem sur des serveurs de fichiers Windows ou sur du SharePoint on-prem, on va vous donner cette visibilité pour garder le contrôle sur vos données. On va vous permettre de répondre rapidement à qui a accès à vos données critiques, où est-ce qu'elles se trouvent et s'assurer des bons partages pour la partie Office 365. On va les classifier pour pouvoir leur assurer une protection et réduire la surface de risque. Et on va faire de la détection des menaces externes ou internes sur ces données. Et on va également faire de la remédiation, comme l'indiquait tout à l'heure Christopher, pour corriger rapidement et réduire toujours ces failles de sécurité. Alors, on a prévu une démo, c'est une démo généraliste qui vous permet, pour ceux qui ne connaissent pas la console et qui ne connaissent pas les fonctionnalités principales de la solution, de vous présenter justement l'outil et les fonctionnalités. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Dan, tu pourrais me le confirmer? Oui, oui, on voit bien, Christopher. On voit bien, ok, super. Alors ici, je suis dans la console. Donc il y a plusieurs produits inclus. On va dire, il y a un client lourd qui est historique, hein, parce qu'il faut savoir que Varonis, ça existe depuis 20-25 ans. Le métier historique, c'était bien sûr la traçabilité, la remédiation Active Directory. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce client lourd? Eh bien, la première chose, ça va être de gérer les droits, les accès et les groupes de sécurité, les permissions, etc. Donc ici, via ce menu, on appelle ce menu la vue bidirectionnelle. Pourquoi? Parce que à gauche, vous allez avoir vos serveurs de fichiers et vos partages. Alors, il faut savoir qu'on est sur un lab, donc très, on va dire, très modeste. Donc, on a un seul serveur et une partition. Et à droite, vous allez avoir votre annuaire Active Directory. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, venir gérer ces droits, ces permissions directement depuis la solution Varonis. Donc, pourquoi bidirectionnel? Parce que quand vous faites une recherche ou une action sur la partie dossier, eh bien, dynamiquement, ça va aller synchroniser les droits des groupes de sécurité et des utilisateurs dans la partie à droite, utilisateurs et groupes. Donc, par exemple, ici, je développe l'arborescence de mon serveur de fichiers. Eh bien, j'ai un répertoire administration. Si je fais un double clic gauche, eh bien, à droite, vous voyez que j'ai les droits qui sont chargés. Donc, les groupes de sécurité, les utilisateurs. Donc, par exemple, ici, sur administration, eh bien, j'ai mon groupe manager. Donc, ça tombe bien, c'est le répertoire administration. Et vous allez avoir les droits qui sont appliqués, lecture, écriture, exécution, liste folder pour parcourir, sur ce répertoire.
bidirectionnel parce que je peux faire la même chose dans le sens inverse. Par exemple, nous, quand on est en phase d'accompagnement chez nos clients, la première chose qu'on va tester, c'est, on va dire, les failles, les surfaces vulnérables les plus dangereuses. Et le premier test qu'on fait, en général, c'est tester le compte Tout le monde, hein, Everyone, qui est un compte qui est par défaut dans chaque système d'information. Hein, ce n'est pas un compte Active Directory, c'est un compte ouvert. Et par exemple, si vous arrivez avec votre PC, si j'arrive avec mon ordinateur au sein d'une entreprise, que je me connecte, qui est hors domaine, hein, et que je me connecte sur le réseau, parce que dans la salle de réunion, il y a un port réseau, eh bien, je serai identifié en compte Everyone, pour tout le monde. Donc, par exemple, si je tape ce compte, Everyone, vous voyez, il apparaît. Si je fais un double clic gauche, eh bien, sur mon serveur de fichiers et donc sur mes partages, ça va me charger la correspondance là où ce compte a les droits. Donc, normalement, ce compte doit avoir les droits nulle part, ou si c'est au minimum en list folder, mais normalement, le list folder, maintenant, est utilisé pour. On utilise un groupe d'utilisateurs standard de l'entreprise pour ce faire. Et vous voyez ici que, par exemple, mon compte Everyone, donc c'est les dossiers, hein, au niveau de la légende, les dossiers en vert, ça veut dire que ce compte-là, il peut accéder partout. Donc, sur mon compte éphémère, le compte Everyone, il peut, ça charge les droits associés, hein, il peut écrire, il peut lire, il peut faire ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que quelqu'un extérieur à l'entreprise, s'il a connaissance de ce partage, il pourra aller facilement sur son répertoire pour lire des fichiers, mais aussi pour en déposer ou en modifier. La différence avec le répertoire Tools, c'est que là, le compte Everyone a juste un accès en liste folder, c'est-à-dire qu'il peut parcourir l'arborescence du dossier et de l'héritage. Donc, ça permet bien sûr de voir ici les anomalies rapidement, bien sûr de faire des actions. Juste, je reviens sur la partie administration peut-être. Sur le char, on va voir si j'ai autre chose. Donc, par exemple, sur le répertoire share, donc vous voyez les groupes de sécurité qui ont les droits sur ce répertoire. Et vous avez remarqué qu'il y a des symboles devant les comptes. Donc, première chose, le drapeau rouge, le flag, ce qu'on appelle en Varonis, c'est le fait de dire à la solution marronnière, de communiquer que ces comptes-là, ce sont des comptes que je vais flaguer parce qu'ils auront des droits spécifiques et donc il faut porter une attention particulière, notamment le compte de service de sauvegarde, souvent à des comptes à des droits assez élevés. Eh bien, je vais dire à Varonis, eh bien, ce compte-là, tu le suis de manière particulière parce que il a beaucoup de privilèges. Un autre icône, c'est l'orange avec le pause, hein, le logo pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, donc par exemple sur Bob, ça veut dire que sur mon répertoire share, eh bien, Bob, il a les droits d'accéder, mais il est plutôt inactif, il y va presque jamais. Alors, vous savez qu'en sécurité, c'est juste besoin d'en connaître qu'on applique. Ça veut dire que si Bob, il y va presque jamais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on doit lui laisser les droits? Donc, ça permet d'avoir des conseils. Ronis va vous accompagner pour vous donner des conseils rapidement en disant, voilà, cet utilisateur n'a jamais accédé ou n'accède très peu à ce répertoire. Est-ce qu'on lui laisse les droits ou pas? Donc, souvent, c'est une communication avec les responsables de service. Et donc, par exemple, voilà un des cas d'usage sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer avec Varonis. Donc, pour tous ces logos,
ces icônes, vous avez une légende qui est très utile et qui va vous permettre de voir, de savoir qu'est-ce que fait exactement cette action. Bien sûr, vous pouvez, et on recommande de gérer les droits, les permissions directement depuis la console Varonis. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir derrière limiter, on va dire, les conséquences. Ça veut dire que vous allez pouvoir modifier les droits sur un partage de fichiers et avant qu'elles soient appliquées, voir un peu les conséquences derrière, l'impact auprès des utilisateurs. Aussi, ça va vous permettre de faire du rollback si il y a un problème et qu'on pensait avoir fait une modification sur un groupe d'utilisateurs en leur retirant les droits, mais finalement, c'est plusieurs services qui n'ont plus les droits, et bien, ça va vous permettre en un clic de faire un retour en arrière pour rebasculer sur la configuration précédente. Et aussi, ça va vous permettre de loguer, de tracer toutes les actions des admins système qui font ces changements-là. C'est-à-dire que toutes les actions de modification qui sont faites sur les utilisateurs, sur les groupes de sécurité et notamment sur les serveurs de fichiers, les partages, eh bien, sont tracées dans l'environnement Varonis. Par exemple, hein, c'est pour ça aussi que la console, elle est un peu moins sexy que celle que vous allez voir tout à l'heure, parce que depuis la console Varonis, je peux tout faire sur les serveurs de fichiers depuis la console, et donc c'est un développement qui est vraiment lourd, qui est vraiment puissant, et pour le coup, qui est pas facile à améliorer pour les équipes de développement. Et vous allez voir, par exemple, si j'édite les permissions directement sur le dossier share, eh bien, je vais pouvoir ici venir rajouter des groupes d'utilisateurs, etc., et venir modifier les droits. Donc, c'est vraiment puissant. Par exemple, si sur mon répertoire tools, je viens rajouter mon groupe de sécurité manager, hop, je le rajoute. Ce que vous voyez qui est apparu, c'est un petit icône devant, marron. Et ce que Varonis vous dit, c'est que ce répertoire, les droits ont été changés, mais qu'ils ne sont pas encore appliqués. Donc en bas, il y a aussi un calcul qui est apparu pour voir, vous pouvez le lancer pour voir les conséquences de ce changement, si ça va provoquer des erreurs ou pas, au niveau des ACL, etc. Donc c'est vraiment puissant. Et une fois que ces erreurs ont été calculées, qu'il n'y en a pas, voilà, ça a disparu. Donc, ça veut dire que vous pouvez appliquer ce changement sans conséquence. On voit à droite que le groupe d'utilisateurs, groupe de sécurité, manager, eh bien, il a été ajouté. Et que derrière, vous allez pouvoir faire un commit de ces changements via et donc le menu qui permet de faire d'appliquer le changement. Donc, par exemple, si je vais dedans, on va voir que ma tâche, ma modification, elle est en attente et que je vais pouvoir l'appliquer. Donc, on retrouve ma tâche, je sélectionne là où les tâches et je fais un commit. Donc là, il va vous demander un compte ayant les droits suffisants. Et ensuite, il va appliquer ce changement. Donc, si ce changement eh bien, n'est pas satisfaisant ou que ça crée des conséquences, des impacts au niveau des utilisateurs, vous pouvez faire un rollback et derrière, on va revenir sur l'état précédent.
Donc ici, si je recharge, voilà, on voit que mon groupe de sécurité sur le répertoire, sur le dossier partagé tous, eh bien, on voit que mon groupe de sécurité manager, eh bien, il a disparu. Donc voilà ce on va pouvoir faire. On va pouvoir faire la gestion des droits des accès et la remédiation directement depuis la console Varonis. Alors ce qu'on ne voit pas ici, parce qu'on n'a pas encore implémenté la fonctionnalité, c'est la classification. La classification, depuis ce menu-là, vous allez pouvoir directement voir dans quel dossier et dans quel fichier vous avez des données à caractère personnel et notamment GDPR. Parce qu'on parle beaucoup de GDPR. Donc c'est vraiment puissant. On peut même aller faire remonter ces numéros où c'est des données caractère personnel directement dans la console Varonis. Varonis vous les affiche en fait pour voir justement d'un point de vue admin si c'est des faux positifs ou pas. Donc ça me fait basculer sur la partie classification, donc, qui s'appelle le module DCE, Varonis, et qui fonctionne avec des patterns. Des patterns, c'est quoi? C'est des groupes contenant plusieurs patterns contenant des expressions régulières. Donc, par exemple, bien sûr, Varonis propose les patterns GDPR pour chaque pays. Mais vous en avez d'autres si vous êtes dans une démarche PCI. Vous pouvez bien sûr créer vos propres expressions régulières, donc vos patterns. Si vous avez un cœur de métier spécifique, vous allez pouvoir bien sûr créer vos propres expressions régulières. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Qu'est-ce qu'un pattern? Et donc une expression régulière. Vous voyez ici, si j'en édite une, par exemple, une recherche. Hop, numéro de sécurité sociale français. Eh bien, quand j'édite cette règle, vous voyez à quoi correspond l'expression régulière d'un numéro de sécurité sociale français. Ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez créer vos propres gabarits et aller chercher, en fonction de votre cœur de métier, les données que vous allez vouloir faire remonter sous forme, bien sûr, comme on l'a vu, depuis la console Workarea, ou bien sous forme de rapport. À l'origine, la solution Varonis, c'était pour faire bien sûr de la traçabilité, donc qui a fait quoi, où et quand. Donc, vous avez un menu qui vous permet bien sûr de faire ça. Donc, par exemple, qui a fait quoi, où et quand, je choisis mes filtres. Qui a fait quoi aujourd'hui, toutes les actions, tous les événements qui ont été générés aujourd'hui, par exemple. Je fais un search. Mais après, quand vous êtes en phase d'investigation, vous pouvez affiner votre recherche. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai 66 fichiers qui ont été créés, 68 modifiés, 66 qui ont été ouverts. Donc, voilà, vous avez la date, l'heure, par qui, quel fichier. Donc, le nom de mes fichiers ne correspond à rien, hein, parce qu'on utilise dans notre lab un simulateur qui nous permet de générer du trafic. Donc, c'est des fichiers qui ne sont pas réels. Donc, ce qui est important à retenir, c'est les actions. Eh bien, vous voyez la création des fichiers, etc., etc. Vous pouvez affiner votre recherche, par exemple, sur un utilisateur. Donc, nous, on a la chance d'avoir Arya Stark au sein de notre entreprise. Eh bien, vous pouvez voir toutes les actions qui ont été faites sur une période de jours, par exemple, du 19 au 22 avril par cet utilisateur. Etc. Donc, vous pouvez tout voir. On voit aussi qu'elle a essayé d'accéder à des répertoires et ça a été refusé, donc du Access Denied. Et nous, notre configuration, on ne le voit pas, mais vous pouvez voir aussi depuis quelle machine, bien sûr, elle a effectué cette action. Donc, par exemple, si j'en sélectionne un, je vais avoir qui a fait quoi, où et quand, sur quel fichier.
Donc, le moteur Varonis, il est vraiment réputé puissant, robuste. C'est vrai qu'on a vu tourner chez les clients sur plusieurs années, ça ne bouge pas. C'est vraiment, vraiment performant. Et il embarque une sorte de moteur de machine learning qui va... donc c'est basé sur la technologie Zookeeper, pour ceux qui font du big data, vous connaissez sûrement, et qui va vous permettre d'apprendre des utilisateurs et de leur comportement. Donc on parle de phase d'apprentissage parce que au fur et à mesure des semaines, le moteur Varonis va apprendre, va associer un comportement, un profil, c'est le profilage, à un utilisateur, et s'il y a des déviations, des écarts, eh bien vous allez pouvoir le voir facilement, soit depuis la console Varonis par où je suis, soit être alerté en temps réel via le data alert. Donc, pour ce faire, il se base bien sûr sur les events, parce que quand vous faites une action sur un certain de fichiers, l'ouverture d'un fichier, la modification, ça c'est des events Microsoft. Donc quand on fait par exemple une modification, on génère en général 2 events, une pour l'ouverture et la deuxième pour l'écriture. Et va associer donc un nombre, en résumé, d'events par utilisateur et de comment cet utilisateur travaille au quotidien. Et si un jour, eh bien, par exemple, Arya Stark, c'est un utilisateur qui travaille en général en générant 100 à 200 events par jour, c'est son comportement habituel. Si un jour elle en génère 40 000, eh bien là, le Varonis lui va détecter ça comme un comportement anormal, il va dire c'est bizarre, normalement, elle ne fait pas autant de choses, et il va vous le signaler. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai ici dans la partie alerte, dans la partie apprentissage. Donc, si je me mets sur cette semaine, par exemple, du 20 au 22, j'ai un comportement anormal qui remonte. Voilà. Donc, c'est Arya Stark. Et le 21, voilà, il y a quelque chose qu'elle a fait et qui remonte, donc avec une certaine sévérité, qui est plutôt mineure. Donc, ça veut pas dire qu'elle a fait une action de terrorisme ou des choses comme ça, parce qu'il faut d'abord passer en phase d'investigation. Et il suffit par exemple que l'utilisateur a fait du ménage sur son environnement, son répertoire utilisateur, donc il a dépassé toutes ces données, eh bien ça va générer énormément d'events, donc c'est plutôt un faux positif, il faut regarder ce qu'elle a fait. Donc par exemple, vous voyez, normalement, le 20, c'était un utilisateur qui a généré environ 2000 events, entre 2000 et 3000, et là, elle en a généré 10 000, eh bien, le moteur d'apprentissage, lui, remonte cette alerte et vous le signale. Vous pouvez voir exactement ce qu'elle a fait. Donc le 21, c'est ça correspond au 21, 10 000 events, donc vous faites un clic droit et vous switchez, vous basculez sur la partie log, et là, il va vous générer tout ce qu'elle a fait, à quoi correspondent ces 10 000 actions. Donc on voit qu'elle a fait une suppression de fichiers massifs. Donc après, il faut enquêter, il faut rentrer en phase d'investigation, mais vous avez l'information. Donc, première chose sur la partie alerte, sur la partie apprentissage en interne. Ensuite, vous avez un menu statistique qui va vous permettre de vraiment déléguer. C'est-à-dire que souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas la DSI qui maîtrise à qui appartiennent les données, c'est souvent un responsable de service. L'objectif, c'est de savoir comment les utilisateurs travaillent sur les répertoires et à qui appartiennent ces données. Donc, par exemple, le répertoire administration, je fais un double clic gauche dessus, ça va vous donner des statistiques. Et si je me mets sur le sous-menu User Access, ça va vous dire quel utilisateur travaille le plus dessus. Par exemple, sur la partie administration, c'est Christopher Glemot qui travaille le plus dessus, suivi d'Arya Stark. Tiens, c'est bizarre parce que normalement, elle n'a pas accès à ce répertoire. Donc, ça vous permet de voir déjà un petit peu les écarts éventuels. Et derrière, pourquoi pas déléguer des actions, notamment en disant, voilà, sur ce répertoire-là, c'est Christopher Glemot qui travaille. Pourquoi pas lui assigner le fait de dire que ce répertoire est géré par Christopher. Donc je peux lui l'approprier
se partagent en disant c'est lui qui a, finalement, qui travaille le plus dessus, donc c'est lui qui a la maîtrise et de savoir qui c'est qui pourrait gérer les droits. Donc, on peut faire des choses comme ça très avancées. On peut voir aussi des vues sur le répertoire, sur les répertoires à l'intérieur. Par exemple, dans le répertoire administration, le sous-répertoire qui est le plus utilisé, c'est le DRH. D'accord. S'il y en a un que vous voyez qui n'est pas du tout utilisé, est-ce que ça vaut le coup de le garder sur des données chaudes, sur des données du stockage qui coûte on va dire, plus cher? Pourquoi pas l'archiver, puisque personne ne l'utilise? Ça va vous permettre vraiment de faire des actions comme ça, de voir les utilisateurs inactifs, les données inactives, etc. etc. Ensuite, je vais vous parler du data alert rapidement. Donc le data alert, c'est vraiment quelque chose de très puissant aussi. Varonis embarque dans le data alert suite toute une série de règles qui vont vous accompagner et qui sont classées par sévérité. Hein, donc le data alert, c'est de l'alerter en temps réel sur des comportements anormaux, des choses suspectes sur l'environnement. Et vous voyez que vous avez énormément d'alertes. Donc par exemple, si vous avez je prends la troisième, une activité de crypto-locking en cours, eh bien, ça, Varonis va le détecter parce que une activité ransomware de crypto-locking, c'est quoi? C'est du renommage massif. Et là-dessus, Varonis attaque beaucoup de règles par défaut. Et vous allez vraiment, je pense qu'on a des participants qui utilisent Varonis ici, et je pense qu'ils ont été impressionnés par les alertes en temps réel. Nous, on pense souvent à un client chez lequel il y a eu un comportement anormal la nuit, c'est-à-dire le compte administrateur du domaine a été utilisé sur des heures non ouvrées pour accéder à des données sensibles. Donc, là, Varonis, elle a matché 3 règles, elle a matché 3 facteurs: le fait d'utiliser le compte admin du domaine sur des heures non ouvrées et en plus qui accède à des données sensibles, donc contenant des données à caractère personnel, des choses comme ça. Et Varonis l'a matché tout de suite, et sans cette solution-là, le client n'aurait jamais vu que, parce qu'en fait c'était un comportement qui était, on va dire, récurrent d'un curieux, un ancien employé. Et sans Varonis, il n'aurait jamais vu et jamais été alerté de ce comportement-là. Donc vraiment très puissant. Vous avez énormément d'alertes sur les crypto tools. Donc c'est quelqu'un qui utilise un crypto tools qui est connu du public, et bien Varonis a une base de connaissances pour ça. Pareil pour les ransomware qui sont connus, avec une base de connaissances qui est mise à jour. Eh bien vous allez être alerté. Ce qui est important à retenir, c'est que vous pouvez faire des actions derrière. Ça veut dire que si vous avez comment dirais-je, une activité détectée de ransomware, eh bien, vous allez pouvoir faire des actions via script en disant, par exemple, j'ai détecté une activité suspecte de renommage de fichiers massifs, ça correspond à un attaque ransomware. Eh bien, je vais, via script, sortir la machine du domaine et l'arrêter, par exemple. Donc après, tout est possible puisque ça fonctionne via script. Donc, vous voyez ici, j'ai édité l'alerte. Chaque alerte, vous avez une description de ce qu'elle fait. Et derrière, vous allez pouvoir ici activer ces actions-là via script, PowerShell, etc. Donc vraiment puissant. Toutes ces alertes-là sont basées sur une base de connaissances qui est disponible dans le dictionnaire ici, dans le menu. Et par exemple, si je tape ransomware, vous en avez beaucoup. Donc vous voyez tout ici les bases de connaissances relatives au CryptoLocker. À l'intérieur, vous allez avoir tous les fichiers, toutes les suffixes qui sont connus. Nous, on prend souvent le cas du ransomware, le chiffre. Donc c'est-à-dire qu'il convertit tout, et crypte et chiffre tous vos données en extension .le chiffre. On prend souvent cet exemple-là puisque on a un de nos collègues qui s'appelle Monsieur le chiffre. Donc c'est
C'est assez marrant. Donc voilà, très très puissant. Ces bases de connaissances, vous pouvez bien sûr les mettre à jour, les mettre à jour vous-même, vous utilisez les bases de connaissances Varonis. Donc, on a vu surveillance Active Directory. Donc la partie reporting, on ne va pas vous la présenter maintenant parce qu'il y en a énormément. Vous pouvez tout faire. C'est vraiment puissant. Vous pouvez personnaliser, rajouter des attributs dans les rapports. Bien sûr, les mettre en page pour qu'ils soient un peu plus sexy et pour les communiquer à des personnes, à des responsables de service, à des directions par exemple, en rajoutant des logos, des choses comme ça. Par exemple, dans le cas d'usage, on a des clients qui, une fois par mois, vont générer un rapport qui va envoyer toute la liste des utilisateurs dans l'AD à la DRH. L'objectif, c'est qui vérifie cette liste-là, parce que souvent le DSI, lui, n'a pas la vision de savoir qui travaille ou pas dans l'entreprise, donc elle vérifie si tous les utilisateurs sont dans l'entreprise, et si besoin, elle communique en disant bon, celui-là il travaille plus ici, celui-là non plus, donc il faudra supprimer ou il faudra désactiver les comptes des 2 utilisateurs là. Beaucoup de cas d'usage. Vous avez bien sûr des rapports sur la classification de la réglementation RGPD. Et enfin, donc rapidement, je vais juste vous montrer un peu le futur de Varonis. Donc là, on a vu le client lourd, mais il faut savoir qu'il y a une interface web. Les équipes de R&D de Varonis travaillent énormément dessus, très puissante. Alors, elle ne vous permet pas pour le moment de faire ce qu'on a vu sur les actions, sur les coûts de sécurité et les partages. Donc, c'est pour ça qu'elle est complémentaire. Mais sur la partie investigation, elle est vraiment puissante. Donc, ça correspond à une vision avec des tableaux de bord. Je vais la recharger. On va voir si on a des dernières métriques. Donc, vous avez bien sûr plusieurs sous-menus. Donc, comme on l'a vu avec Diane tout à l'heure, la partie SharePoint, pareil sur Exchange Online, OneDrive, même sur la partie UDPR. Et donc, par exemple, sur ma partie file server, je vais voir que mes tableaux de bord vont se charger. Voilà, mes données, mon patrimoine informationnel sur la partie données non structurées, ça correspond à 68 gigas sur mon lab. Et après, ça va vous donner plein de métriques. Donc les ACL, les ACE, etc., etc. Donc, moi, j'ai pas de dossier avec des SID non résolus, par exemple. Toutes mes données sont utilisées, donc je n'ai pas beaucoup. Mais ici, c'est intéressant, ça pourrait vous donner le fait que, par exemple, on voit souvent chez des clients où 30, 40%, 50% des données sur les serveurs de fichiers ne sont jamais utilisées, elles sont mortes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de les conserver sur l'environnement? Est-ce qu'il ne faut pas les archiver? Donc, plein de choses comme ça. Pareil sur la partie Active Directory, ça va vous donner le nombre d'utilisateurs. Moi, j'ai 15 utilisateurs et 69% des utilisateurs ont un mot de passe qui n'expire jamais, donc c'est pas bien. Ça va vous donner plein de choses comme ça. Les comptes de service sur lesquels il a identifié, puisque Varonis va identifier quels comptes sont utilisés pour les comptes de service. Et donc les droits associés, les comptes désactivés, donc plein de métriques. Et aussi la partie alerte qui est vraiment puissante puisque tous les écarts sont vus ici. Eh bien, vous voyez par exemple que j'ai un compte de service qui remonte en rouge très fort parce que normalement, justement, Varonis a identifié que c'était un compte de service. Donc un compte de service, c'est fait pour être utilisé par un applicatif. Et sûrement que là, il a été utilisé pour faire autre chose, donc il le remonte. Donc il suffit d'aller voir, on voit les alertes associées. Et on voit qu'avec ce compte-là, on a réactivé 3 comptes et on a fait un changement de privilège. Donc là, il remonte en rouge parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en attaque ciblée, le changement de privilège, c'est quelque chose avec un risque score très élevé. Par exemple, si je regarde une des alertes, la première,
Eh bien, on voit que, alors sur celui-là, je ne le vois pas. Si je regarde sur la partie Arya Stark, ouais, par exemple, ici, on voit que Arya Stark a reset le password de mon password, et comme moi je suis admin, en plus, donc là, ça remontait, ça remontait en alerte, bien entendu. Donc, si j'avais eu les notifications, j'aurais reçu un mail, bien entendu. Ça embarque ensuite toutes les autres alertes associées à cet utilisateur, et ça match avec des alertes qui pourraient correspondre. Varonis embarque aussi des playbooks, c'est vraiment puissant. Vous pouvez, c'est vraiment un outil qui sert à faire de l'apprentissage et donc à faire de la remédiation et ce qu'on appelle aujourd'hui de l'investigation du forensique. Donc voilà pour la partie un petit peu démonstration. Ça, c'est qu'une partie, hein, bien entendu. Avec Varonis, ce que je dis souvent, c'est qu'on monte en maturité. D'abord, on commence par faire, on commence par le chantier de base, c'est-à-dire gérer les droits, propreté, etc. Et après, on monte en maturité. Il faut savoir qu'au-dessus de ça, vous pouvez rajouter une couche de délégation. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est la maturité supérieure. Ça veut dire que vous allez pouvoir déléguer une partie des accès des outils Varonis au métier, par exemple, à chaque responsable de service qui, lui, connaît les données qu'il doit gérer. Et vous allez pouvoir, comme ça, faire du self-service et donner la possibilité à des personnes de venir gérer les droits et surtout les droits sur les partages. Hop. Donc, on va conclure rapidement parce qu'on a quand même débordé. Au niveau de notre accompagnement, aujourd'hui, hein, Monaco Digital, eh bien, on est très proche de Varonis depuis plusieurs années, hein, bien sûr. Donc, on propose tout un accompagnement sur la protection, la gouvernance, la sécurité des données. L'objectif, c'est de vous faire bénéficier de notre vision sécurité, notre vision à 360, pour, bien sûr, votre surveillance Active Directory, votre médiation, votre mise en conformité, etc. etc. Donc, pour ce faire, au sein du CS Infra et Réseau qu'on vous a présenté tout à l'heure, nous avons créé plusieurs équipes, donc une équipe réseau et sécurité, une équipe infra et stockage, une équipe cloud, une équipe poste de travail, une équipe Apple. Donc beaucoup d'expertise, hein, vraiment on a des bonnes compétences, on est capable de vous accompagner de manière transverse sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a créé aussi une équipe protection et gouvernance des données pour ces sujets ciblés, parce que c'est vraiment quelque chose et une demande de nos clients. Et bien sûr, on va vous accompagner en mode consulting. L'objectif, c'est de vous accompagner en phase d'apprentissage, de faire des analyses, analytics, comment dirais-je, faire des rapports, des tableaux de bord, de la surveillance AD, et de vous accompagner dans la mise en conformité si besoin. On travaille très proche, très étroitement avec notre centre de services cybersécurité, et donc si besoin, on peut faire appel à eux sur des compétences spécifiques, notamment si vous avez besoin sur la partie RGPD d'une expertise juridique, des choses comme ça. Bon, vraiment, on peut vous accompagner en mode consulting et conseil sur tous ces domaines-là. Bien sûr, on est proche de Varonis et on est certifié. Et on a aussi la reconnaissance Varonis Elite, une reconnaissance comme les Microsoft MVP, pour ceux qui connaissent, et qui nous permet d'être très proche des équipes Varonis. Alors, Diane, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, si tu veux peut-être dire un mot, compléter. Oui.
Effectivement, Monaco Digital, on travaille depuis plusieurs années ensemble et Christopher et son équipe ont développé des compétences techniques d'accompagnement sur nos solutions. Donc, je pense que vous pouvez, si vous avez, suite à ce webinaire, des, des envies de tester la solution Varonis dans votre environnement, faire appel à l'équipe de Christopher pour voir un petit peu ce que ça peut donner et voir si vous avez des éléments à corriger pour réduire votre surface d'attaque. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est si jamais vous deviez vous faire attaquer. Voilà. Et donc, je ne sais pas si nous, je pense qu'on a Alors, terminé. il y a une question dans le chat, mais je pense que c'était par rapport à la... vas-y, ou termine peut-être, Christopher. Ouais, c'est bon, hein, j'ai terminé, donc je me suis un peu dépêché sur la partie démo parce qu'on est un peu débordé. Donc, mais si vous avez des questions après, aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra répondre ou faire des démos plus ciblées si besoin. Et vous avez aussi, on va vous transmettre l'invitation du webinaire Focus Office 365 et Teams après ces webinaires-là. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que je vais vous donner la parole. Donc là, le monsieur qui avait posé une question dit qu'au final, tu y as répondu tout seul. Donc, je vous ai tous, vous avez tous la parole. Si vous souhaitez, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Bon, pas de questions. Ils sont partis manger. Ouais, ils sont timides ou ils sont partis manger. Je ne sais pas. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Du coup, on va clore la session alors. Je te laisse, Oui, Christopher. donc on vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. De toute façon, on en refera. Hein, on en refera cette année, je pense, des webinaires, mais peut-être plus spécifiés sur spécifiques sur les domaines, des fonctionnalités, ou c'est des besoins, des cas d'usage spécifiques en fonction des demandes. Donc on va organiser d'autres, ça c'est sûr. En tout cas, merci d'avoir participé et surtout, prenez soin de vous hein, dans ce contexte actuel. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je te laisse Yann. Je vois qu'il y avait quelqu'un qui levait la main. Quelqu'un qui levait la main. Ouais. Marc Alexandre. Non, je ne sais pas. C'était peut-être une erreur de manipulation. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, je ne sais pas si... D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Christopher ou l'équipe de Monaco Digital si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez tester la solution ou si vous voulez simplement échanger sur vos projets de migration vers Office 365 ou autre. Je vous souhaite à tous un bon appétit et puis faites attention. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.